Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la mixité des instances dirigeantes. Vous avez été plus de 200 à vous y inscrire et nous vous remercions pour votre présence et pour votre intérêt sur ce sujet. Nous allons aujourd'hui donc nous appuyer sur les résultats de la 4e édition du baromètre de la mixité réalisée conjointement par l'IFA et Ethics & Board. L'édition de cette année va un peu plus loin que les précédentes puisqu'elle s'intéresse non seulement au niveau de mixité au sein des organes de gouvernance, mais aussi au parcours et aux trajectoires de ces acteurs. Et nous le verrons, si des progrès importants ont été réalisés, il reste encore des zones moins visibles où des écarts persistent. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités de premier plan. Marie-Pierre Rixin, députée de l'Essonne, qui est à l'origine de la loi qui porte ce nom, dont le premier seuil de 30% dans les instances dirigeantes est entré en vigueur au début du mois. Et Isabelle Cocher de l'Héritz, administratrice de l'IFA, coprésidente de la commission prospective et recherche, mais surtout ancienne directrice générale d'Engie et l'une des rares et des premières femmes à avoir exercé cette fonction au sein du CAC 40. Ce webinaire sera organisé en deux temps. Donc, une première partie sera consacrée à la présentation des résultats du baromètre, suivie d'un temps d'échange et de mise en perspective où nous reviendrons notamment sur les freins qui subsistent et plus largement sur les enjeux d'accès aux responsabilités économiques. Pour la présentation donc de ce baromètre, Laurent de Gabriel, directeur général de l'IFA, ouvrira avec la partie consacrée au conseil d'administration et au mandat de présidence. Puis Floriane de Saint-Pierre, fondatrice et présidente d'Ethics & Board, présentera les résultats relatifs au COMEX, au CODIR et aux fonctions de direction générale. Quelques mots très rapides sur les conditions techniques. Donc, tous les micros sont coupés, mais je vous invite dès à présent à poser vos questions via le chat tout au long du webinaire. N'attendez pas forcément la fin pour que nous puissions reprendre un maximum de vos questions. Sans plus attendre, je vous propose de commencer avec Laurent de Gabriel. Laurent, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Je vais passer en vue rapidement les enseignements concernant le conseil. Et cette première slide est, je crois, assez claire. Le message est que la mixité dans les conseils n'est plus un sujet. On voit un taux de féminisation des conseils stable à 46%. Tant dans le SBF 120 que dans le CAC 40. Le sujet maintenant, c'est l'accès au pouvoir et plutôt l'accès à la présidence. Donc, le fait que la féminisation soit stable, c'est clairement le résultat direct de 15 ans de la réglementation Copé-Zimmermann. La stabilité montre toutefois qu'on est arrivé à une forme de plateau, à un niveau satisfaisant, mais une forme de plateau, et qu'il est intéressant d'aller un petit peu plus dans le détail, au-delà des apparences. Et je vous propose de passer sur la slide suivante, qui va montrer que la composition des conseils entre le CAC 40 et le SBF 120 ne sont pas totalement similaires en fonction de la nature des administrateurs et administratrices. Notamment, on s'aperçoit que les femmes sont plus souvent des administratrices indépendantes et ont ce statut d'indépendant, et qu'elles ont de manière plus prononcée un profil international. De plus, l'ancienneté dans leur mandat tend à être sensiblement plus courte que celle des hommes. Enfin, et j'ai envie de dire surtout, elle reste relativement minoritaire dans les fonctions de présidence, puisque sur les deux périmètres, on a seulement 2 femmes qui sont présidentes dans le CAC 40 et 16 dans le SBF 120. Donc, malgré ce chiffre de 46% dont je parlais dans la première planche, on voit que les écarts de situation au sein des conseils ont tendance à demeurer, et cet écart est comparable entre le CAC 40 et le SBF 120. Je vous propose d'aller sur la planche suivante qui apporte un éclairage sur les profils et les parcours des administrateurs indépendants.
D'abord, l'élément structurant et commun aux deux catégories, si je puis dire, c'est que la quasi-totalité des administrateurs indépendants, des administratrices indépendantes, ont une expérience préalable de direction exécutive. Le plus souvent au sein de comités exécutifs ou de postes de direction. Toutefois, on observe assez vite des différences de spécialisation et de parcours entre hommes et femmes. Les femmes ont davantage de parcours qui sont liés sur le développement durable ou les enjeux de transformation, avec des carrières dans le digital, dans l'innovation, la technologie ou les fonctions RH. Alors que les hommes sont beaucoup plus présents sur des fonctions de direction générale ou des profils stratégiques. Tous disposent d'une expérience préalable des conseils d'administration, avec toutefois 12 points de plus dans la proportion pour les femmes. Donc on peut dire que l'accès au poste d'administration ou d'administratrice repose assez largement sur des parcours exécutifs déjà établis à la fois pour les hommes et pour les femmes, mais avec des trajectoires qui restent encore différenciées entre ces deux segments. Alors, si on avance sur la présentation, cette planche permet de replacer la discussion dans un contexte international. On voit tout d'abord que la France se situe vraiment dans le peloton de tête, j'ai envie de dire, avec un niveau autour de 46%. Mais avec toujours ce phénomène de retrait très net sur les niveaux de présidence, avec des niveaux faibles dans tout pays, mais y compris en France. Donc cette avance dans la composition des conseils n'est pas reproduite sur les présidences. Alors, si on avance sur la planche suivante, on voit que le nombre de conseils représentés par les femmes reste relativement faible, puisqu'il y a 13,3% de femmes qui sont présidentes dans le SBF et seulement 5% dans le CAC 40, avec une progression qui est pour le coup lente et plus irrégulière que celle qu'on a pu voir sur les sujets de mixité. La progression qui est intervenue a bien sûr, depuis la loi Copé-Zimmermann, a fortement transformé les conseils, ce qui est très positif. Elle a véritablement changé et apporté cette mixité dont on avait besoin. En revanche, la dynamique est encore une fois beaucoup plus lente au niveau des présidents et des présidences, à la fois au sein du CAC 40 et du SBF 120. Caroline, je te rends la parole. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation et je vais me tourner directement vers Madame la députée pour enfin voilà, on a constaté qu'il y a un décalage entre la parité des conseils et l'accès aux fonctions de présidence et nous aurions aimé avoir votre regard sur ce constat. Est-ce que cela vous surprend ou est-ce que cela correspond à ce que vous avez déjà observé? Bon, à toutes et à tous. Écoutez, non, ça ne me surprend guère, malheureusement. Nous savons qu'il existe une... non plus, je ne sais même pas si on peut parler maintenant de plafond de verre. Je crois qu'il existe vraiment une chape de béton armé en matière d'exercice du pouvoir par les femmes, qu'il s'agisse de milieux économiques et d'organisations économiques comme le sont les entreprises, ou de manière générale, l'exercice du pouvoir. On le voit également, vous voyez, on sort des élections municipales, on sait très bien que dans les instances où il y a une parité qui se met en place, eh bien, il y a effectivement un exercice paritaire du pouvoir. Et lorsqu'il y a des petits trous dans la raquette, alors je prends par exemple l'exemple d'un conseil municipal où vous savez qu'il y a une parité dans les conseils municipaux, mais le premier adjoint peut être du même genre, du même sexe
que le maire. Donc, vous savez à quel point le poids du premier adjoint est déterminant. Eh bien, je vous mets au défi de regarder les prochains conseils municipaux qui vont être configurés dans les semaines à venir, et vous verrez qu'il y a de fortes chances que dans une majorité des cas, le premier adjoint ne soit pas nécessairement une femme lorsque le maire est un homme. Tout ça pour vous expliquer qu'il y a dans toutes les instances de pouvoir des problématiques à la fois de succession, d'organisation du pouvoir, et que moi, je suis assez convaincue, malheureusement, parce que j'aimerais qu'il en soit autrement, que lorsqu'il y a des obligations légales, eh bien, les organisations font une place aux femmes, et des femmes, bien évidemment, compétentes, de qualité et extrêmement motivées, avec des parcours exemplaires. Et j'ajouterai peut-être un dernier point qui sera peut-être évoqué à travers des questions. Il y a, vous savez, lorsque moi j'ai travaillé sur l'évaluation de la loi Copé-Zimmermann, et je remercie Floriane de Saint-Pierre qui en était, à aucun moment, le principe même du quota 2020-2021 n'a été remis en question. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai proposé mon texte, sur aucun banc de l'Assemblée nationale, le principe même du quota a été contesté. Or, on voit aujourd'hui voilà, la question même de la compétence des femmes parfois questionnée, soit dans les conseils d'administration ou dans les CODIR ou les COMEX, et donc a fortiori pour exercer des fonctions exécutives. La réalité, c'est que la question ne se pose jamais ou très rarement pour des hommes. Une étude d'une Financial Times qui a été publiée, je crois, il y a une quinzaine de jours, faisait mention notamment du bruit médiatique très négatif autour des femmes qui étaient démises de leurs fonctions à la tête de conseils d'administration versus des hommes qui partaient sans bruit, en fait. Donc, on voit aussi le bruit négatif qu'il peut y avoir autour des départs de certaines femmes, parfois même au moment de leur arrivée. Donc, malheureusement, cela ne me surprend guère, mais je suis de nature optimiste. Donc, ce mouvement très allant de féminisation des conseils d'administration se poursuivra bien nécessairement à un moment donné par l'accès des femmes à des fonctions de présidence. Merci beaucoup, Madame la députée. Isabelle, je me tourne maintenant vers vous pour vous poser la même question. Quel est votre regard sur ce constat et êtes-vous optimiste? D'abord, bonjour à tous, ravi d'être ici. Merci à l'IFA et à Ethics and Board d'avoir de produire ce baromètre, parce que bon, c'est un sujet qui progresse, la mixité, mais on voit bien quand même qu'il reste quelques... Alors, je ne sais pas si c'est des chape de béton armé ou des plafonds verts, mais en tout cas, il reste des blocages. Donc, c'est important de savoir exactement où ils sont. Bon, peut-être qu'on peut se féliciter une seconde quand même du fait que la mixité dans le Conseil n'est plus une question. Alors, la loi a quelque part forcé les choses, et j'observe, moi, pour participer à des conseils d'administration, que c'est plus une question, en fait. Hein. Et donc, maintenant, la barrière, elle est effectivement sur le poste de président des conseils. Quand la job description d'un président de conseil est établie, la plupart du temps figure dedans le fait que le président du conseil doit avoir été dirigeant lui-même. C'est comme ça que structurellement, et c'est par habitude certainement, mais c'est aussi le raisonnement, je crois, que comme le président est amené à faire un tandem avec le CEO, en fait, le pli a été pris de dire, bon, bah, il faut que cette personne ait été CEO elle-même. Or, on va y venir, j'anticipe un peu, mais il y a encore très peu de femmes CEO en proportion. Donc là, il y a une espèce de blocage un peu mécanique des choses. Je pense qu'il y a deux façons de le contourner, ce blocage, et c'est indispensable de le contourner. La première façon, c'est un pas de côté, c'est-à-dire accepter que cette caractéristique soit retirée des job descriptions. Moi, j'observe dans les
qui ont une femme présidente. Les femmes présidentes en question ne sont pas forcément d'anciennes CEO et ça marche très bien quand même. Donc, peut-être réouvrir un peu les chakras là-dessus. Et puis la deuxième façon, évidemment, c'est de faire progresser des femmes dans la filière de direction générale, parce que là, pour le coup, il y a un effet de contagion direct sur, voilà, sur la capacité des femmes à accéder au poste de présidente de conseil. Alors effectivement, nous allons y venir avec Floriane de Saint-Pierre qui va nous présenter la partie mixité au sein des COMEX, des CODIR et dans ce fameux poste de direction générale. Floriane, je vous laisse la parole pour la présentation de cette partie de notre baromètre. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir effectivement d'être avec vous aujourd'hui pour cette 4e édition. Je voudrais effectivement m'attarder peut-être quelques instants sur ce slide avec 3 analyses. Alors, prenons quand même le temps de regarder 2010. Ça a été l'année de fondation d'Ethics and Boards. Donc, nos chiffres, effectivement, prennent 2010 comme base. Et à l'époque, pour les COMEX, on ne regardait pas encore le SBF 120. Donc, c'est pour ça que vous voyez uniquement ce chiffre bleu en 7,3%. 7,3% de femmes dans les COMEX CODIR du CAC 40 en 2010. Donc, je pense que voilà, c'est un chiffre qu'il faut garder en tête. 2017, je voudrais commenter également le fait qu'en 2017, on est au 2e seuil de la loi Copé-Zimmermann. On est donc à plus 40%, un petit peu plus, comme on l'a vu, de femmes dans les conseils d'administration. Mais en revanche, en 2017, nous n'avons que 15% effectivement de femmes dans les COMEX CODIR. Donc 85% d'hommes, 15% de femmes. Donc, on voit effectivement que la féminisation de l'instance dirigeante la plus élevée, le conseil, n'a pas eu d'effet encore majeur sur la transformation des COMEX et des CODIR. Et puis, effectivement, votre loi, Madame la députée, chère Marie-Pierre, 2021, la loi Rixain. Et là, effectivement, les sociétés même anticipent et commencent à nommer des femmes dans les COMEX et on arrive globalement à 22%. Donc 2021, il y a 5 ans, il y avait globalement à peine une femme sur 5 dans les COMEX des plus grandes sociétés françaises et on voit que le CAC 40 et le SBF 120 étaient très similaires. Je regarde maintenant tout à fait à droite, premier seuil de la loi Rixain. Nous sommes à 30% en moyenne, 31% pour le CAC 40. Deuxième élément d'analyse, donc ça c'est vraiment le constat avec peut-être 2 analyses liées. Il est intéressant de regarder les sociétés du SBF 120, donc les sociétés qui sont parmi les 120 plus grandes sociétés cotées en France. Et si l'on retire les 10 sociétés qui n'ont pas leur siège social basé en France, donc qui sont hors champ d'application de la loi, eh bien effectivement le pourcentage remonte, puisque les sociétés qui sont dans le SBF 120 mais qui ne sont pas dans le champ d'application de la loi Rixain sont à moins de 20% de féminisation de leur COMEX CODIR, sont à 18,8, moins de 20%. Donc, si on les autres, pour regarder les sociétés du SBF 120 qui sont pour lesquelles la loi Rixain s'applique, effectivement, on est déjà à 34% en moyenne pour le CAC 40 et à 31% pour le SBF 120. Troisième analyse, 30%. Quasiment un tiers des sociétés du SBF 120, donc là je les prends toutes, 30% des sociétés du SBF 120 sont déjà à 40% ou plus de taux de féminisation. Donc sont déjà en conformité avec le 2e seuil. Et une douzaine, donc c'est à peu près 10% de l'indice, une douzaine de sociétés sont déjà à la parité ou plus, donc à 50% ou plus. Donc, je vois que c'est important, effectivement, de le dire. Slide suivant. Alors maintenant, effectivement, il est important de comprendre, et c'est une première pour ce baromètre, les parcours et les postes occupés par les femmes et par les hommes, donc, dans les COMEX et CODIR. Donc là, on va regarder les 2 collèges et on va regarder à l'intérieur de chaque collège, donc le collège des femmes et le collège des hommes qui sont dans les COMEX. On va regarder pour chacun des collèges les postes, effectivement, qu'ils occupent.
Et je dirais, ceci effectivement matérialise ce qui était constaté effectivement par ailleurs. 65% des postes occupés par des femmes dans les COMEX sont des fonctions support et 30% effectivement sont des fonctions à responsabilité de centres de profit. On est globalement, on est quasiment effectivement en miroir inversé entre les hommes et les femmes. Et ça, ce chiffre est très, 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 très important puisque effectivement, slide suivant, on voit que si on constate, si on regarde maintenant les nominations, les directrices générales qui, depuis 2020, ont été nommées hors DG intérim au poste de direction générale d'une des entreprises du SBF 120. Il y en a eu 10 femmes nommées à DG pendant cette période versus 73 hommes. Mais si on regarde les 10, elles ont toutes eu effectivement un parcours de PNL, c'est-à-dire avec une responsabilité effectivement de centre de profit, que leur parcours soit DG ou DGA ou direction d'un centre de profit. Donc c'est pour ça que c'est important effectivement si on veut arriver à comprendre le chemin de succession. Ce slide, effectivement, est intéressant puisqu'il montre que c'est finalement à 70%, mais on est sur des chiffres qui sont encore limités puisqu'on parle de 10 femmes, mais ça a été majoritairement à 70% par de la promotion interne. Donc, il est vraiment important, effectivement, que les femmes, pour pouvoir accéder au poste de DG, puissent effectivement avoir des fonctions de PNL ou dans le slide suivant, on va voir également les fonctions tremplin, puisqu'on a analysé quelles étaient les fonctions tremplin. Maintenant, si on regarde au sein de COMEX Codir, moins d'une femme sur 5 occupe un poste tremplin. Les postes tremplins que l'on a pu effectivement observer, donc d'un côté, si on regarde les 10 nominations de femmes depuis 2020, elles ont toutes eu une fonction PNL. Si maintenant on regarde les nominations effectivement d'hommes, les postes tremplins ont été la même chose, plus effectivement la direction financière. Or, on sait qu'il y a 10% effectivement de femmes DG, mais or, effectivement, on voit que les postes tremplins, COMEX Codir avec centre de profit et COMEX direction financière, sont occupés, si on regarde l'ensemble des COMEX, à 20%, 19% respectivement et 20% par des femmes. Donc effectivement, ceci pose, on en parlera certainement tout à l'heure, le sujet du vivier. Slide suivant. Alors, ceci peut expliquer effectivement cela. Le nombre de directrices générales ne progresse plus. Il est quasiment stable pour le CAC 40 et il a été plus élevé en 2022 pour les femmes à la direction générale, puisque nous en avions effectivement 14 et nous n'avons plus aujourd'hui que 12 femmes qui dirigent l'une des sociétés effectivement du SBF 120. Un élément de contextualisation, mais là on commence effectivement à avoir le recul. Donc l'élément de contextualisation, c'est notamment 20% effectivement simplement de femmes, 10% de femmes DG et 20% effectivement de femmes qui ont une responsabilité PNL ou finance, mais également, si on regarde maintenant dans le SBF 120, un directeur ou une directrice générale reste en fonction moyenne 7 ans. Donc, le taux effectivement de renouvellement à ce type de poste, et c'est d'ailleurs plutôt un élément de votre gouvernance, de ne pas avoir un renouvellement trop accéléré, mais c'est 7 ans en moyenne, la durée effectivement de fonction d'une direction générale. Slide suivant. Alors, je reprends la célèbre phrase de Talleyrand, mais effectivement ici, on voit que dans les grands indices, si je prends les indices avec une centaine de sociétés, que ce soit le FTSE, le S&P aux États-Unis, que l'on prenne effectivement l'Allemagne avec le DAX, le HDAX, le SBF, on voit effectivement que la situation que nous connaissons en France est générale. La Norvège, mais qui est sur un indice beaucoup plus petit, le BX est plus féminisé. Donc, en fait, la situation est vraiment générale en France et à l'international.
Deux éléments peut-être également d'analyse complémentaire. Nous avons regardé le CAC All Tradable, donc à peu près les 200. On va aller un petit peu plus loin dans l'analyse, puisque là, effectivement, nous sommes sur les indices CAC 40, SBF 120 et internationaux les plus importants. Nous avons regardé le CAC All Tradable, donc à peu près les 200 plus grandes sociétés cotées en France. Et pour le CAC All Tradable, le pourcentage de femmes DG est de 7,5%. Nous avons regardé encore plus loin, puisque en partenariat effectivement avec Euronext, puisque nous sommes partenaires d'Euronext, nous avons regardé toutes les sociétés cotées en France. Toutes les sociétés cotées en France, c'est donc 700 sociétés, plus ou moins, à peu près 705, enfin 710 sociétés. Donc si nous regardons le taux de féminisation, c'est-à-dire le pourcentage de femmes directrice générale d'une des 700 sociétés cotées en France, eh bien, effectivement, nous sommes aujourd'hui à 8%. Je crois que c'était les principaux constats que je voulais et analyses que je voulais partager avec vous. Je vous redonne la parole, chère Caroline. Floriane, je vais me tourner vers Madame la députée, puisque nous sommes au mois de mars 2026 et que le seuil donc, de la loi dont vous avez donné votre nom est désormais une réalité donc, pour les sociétés du SBF 120 et du CAC 40. Quel bilan tirez-vous donc, de ce dispositif à partir donc, de ce premier seuil et comment envisagez-vous le second qui donc sera de 40% prévu en 2031? Merci beaucoup, notamment Floriane, pour la présentation des éléments contextuels et chiffrés. D'abord, en effet, rappeler qu'il y a donc deux seuils, avec un seuil, ou plus exactement, il y a un objectif final avec des seuils intermédiaires. Les entreprises ont dû faire face, j'ai envie de dire, depuis maintenant 3 ans, avec déjà des obligations légales, notamment en matière de publication. Elles doivent maintenant effectivement compter dans leurs effectifs pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Je vous rappelle que la loi ne s'adresse pas uniquement aux sociétés cotées, mais aux entreprises de plus de 1000 salariés. Donc doit compter effectivement, compter 30% de femmes à partir du 1er janvier 2026, pour ensuite aller en 2029 sur un seuil de 40% dans les instances dirigeantes. Et les entreprises auront ensuite 2 ans pour se mettre en conformité, faute de quoi elles pourront être sanctionnées financièrement. Floriane, vous avez précisé un point qui évidemment est important, c'est celui du périmètre consolidé, où on voit clairement qu'il y a donc une mesure qui avait été identifiée par le législateur. Moi, voilà, il y a eu une concession qui a été faite, notamment dans le cadre de l'élaboration de ce texte, et c'est certainement un point qui sera certes revu à l'occasion d'un futur projet de loi, parce que manifestement, les entreprises qui se soustraient, alors qu'elles pourraient se dire qu'effectivement, elles ne sont pas directement concernées en raison du périmètre consolidé par le texte, elles pourraient se soumettre aux obligations législatives. On voit que ça n'est pas le cas, donc on peut considérer que c'est une mesure de contournement. Et donc, le législateur, je tiens à le dire, prendra ses responsabilités le moment venu concernant ce périmètre consolidé. D'ailleurs, j'indique que je l'avais précisé au banc et la ministre du Travail de l'époque, Elisabeth Borne, en avait également fait part. Donc, nous prenons acte du fait que certaines entreprises se soustraient notamment peut-être à une obligation légale. J'espère que ça n'est pas la seule motivation, mais on peut imaginer que ça en fasse partie. D'autre part, bien évidemment, c'est important de noter que les entreprises ont accéléré ce phénomène de féminisation des instances dirigeantes. J'ajoute d'ailleurs
que les instances dirigeantes ont été définies par la loi dans le Code du commerce. Donc effectivement, nous parlons de COMEX ou de CODIR aujourd'hui. Là aussi, si d'aventure l'entité qui devait accompagner la dans ces décisions devait évoluer, ce serait ce périmètre-là qui serait pris en considération. J'ajoute également qu'il y a un deuxième périmètre qui est pris en compte par la loi. Il y a également le périmètre des cadres dirigeants, de manière à agir en granularité. Et je crois que c'est important de le dire parce qu'on voit à travers la présentation notamment de Floriane de Saint-Pierre à quel point la question du vivier, évidemment, est déterminante. Donc, j'observe, donc, évidemment, comme tout le monde, le fait qu'il y a de vrais contrastes entre les postes occupés, notamment ces fonctions support et ces fonctions opérationnelles à l'intérieur des COMEX et des CODIR, qui, évidemment, in fine, sont aujourd'hui une voie pour accéder à des postes de CEO à l'intérieur des entreprises. La question que je me pose, d'abord, et moi je vous avoue que je suis en train d'explorer ce sujet et j'espère pouvoir d'ici la fin de l'année livrer mes conclusions, pardon, c'est celle de se demander, au fond un peu comme on l'a fait avec la loi Copé-Zimmermann, où on sait aussi que la loi a eu un impact sur la gouvernance à la française et la manière dont les administrateurs et donc les administratrices sont recrutés aujourd'hui à l'intérieur des conseils d'administration, on peut se demander comment aujourd'hui on peut basculer d'une fonction support à une fonction opérationnelle à l'intérieur des COMEX et des CODIR. Je ne doute pas que si on prend l'exemple de parcours masculin, par exemple, des hommes aient pu basculer de fonctions support à des fonctions opérationnelles sans que ça n'émeuve ou personne, ou en tout cas que ça reste à bas bruit. Dans l'hypothèse d'un parcours de femme, le fait de basculer d'une fonction support à une fonction opérationnelle peut être davantage questionné. Et moi, j'ai moi-même, voire même la formation également de ces femmes est également questionnée. Je vous donne un exemple. J'ai échangé il y a peu de temps avec un ancien CEO d'une grosse entreprise d'ascenseurs qui m'expliquait que lui, que lorsqu'il a été recruté, il a un profil d'école de commerce et non pas d'ingénieur, et que ça n'a posé absolument, son profil n'a posé absolument aucun problème au moment de sa nomination, au vu de son parcours. Lorsque lui-même a nommé à la tête de la BU Amérique du Nord une jeune femme qui venait d'une école de commerce, alors que ce poste avait été jusqu'à présent uniquement occupé par des hommes qui avaient fait des écoles d'ingénieurs, il y a eu un mouvement de contestation. Lui était sûr de son choix et du profil de cette personne, donc il a maintenu la nomination. Et évidemment, cette femme a parfaitement réussi sa mission la croissance de l'unité de cette BU s'est développée comme il s'y attendait. Tout ça pour vous dire que je me pose la question également sur ces balancer entre les fonctions occupées à l'intérieur des comités exécutifs. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait quand même que intégrer un comité exécutif, c'est également avoir accès à davantage de visibilité, d'avoir accès également à une autre forme d'exercice du pouvoir, probablement à des compétences qui jusque-là n'étaient pas nécessairement exercées. Et donc, si on a d'abord un phénomène d'intégration de COMEX et de CODIR via des fonctions support, mais que ça ne freine pas la possibilité pour des femmes de basculer, comme vous le disiez, Floriane, vers des fonctions tremplin, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Le sujet, c'est d'être certain, comme le disait précisément tout à l'heure Madame Cochet, qu'on peut aussi avoir des mouvements de
voilà, de déplacement dans la manière dont les uns et les autres évoluent à l'intérieur de ces cercles de pouvoir. Ça me semble important parce que sinon, mécaniquement, les choses n'évolueront pas. Enfin, je vous livrerai une expérience personnelle. J'ai été la semaine dernière à Centrale Supélec pardon, avec 15 dirigeantes, dont Delphine Ernotte, qui préside le conseil d'administration, pour échanger avec des étudiantes. L'école a aujourd'hui un objectif de 30% dans les promotions, ils sont à 23-24%. Moi, ce que je souhaite quand même témoigner, c'est le fait que ces jeunes filles, c'est important de revenir à la source aussi, de ces jeunes femmes qui peuvent prétendre à des postes de direction. Ces jeunes filles ont évidemment passé un concours, réussi des concours extrêmement difficiles, se sentent aujourd'hui totalement à leur place dans la à la fois sur le profil des enseignements qui leur sont proposés et à la fois sur la manière dont elles évoluent dans cette école. Je crois qu'il y a en revanche un message qu'il faut faire passer, et c'était vraiment tout le bénéfice de ces échanges que l'on a pu avoir sur cette matinée dans cette école, de véritablement, et c'était vraiment des questions qu'avaient les jeunes femmes, de savoir quel type de poste elles devaient occuper en fonction de leurs objectifs. Et je crois que c'est important de montrer la manière dont on peut évoluer dans l'entreprise si on a face à soi des femmes, des jeunes femmes qui souhaitent exercer des fonctions vraiment dans le dur, d'ingénierie, etc., et qui peuvent, in fine, porter à des solutions, parce qu'on sait que c'est ces solutions-là, ces postes-là qui permettent de trouver des solutions pour les clients, qui ensuite peuvent permettre d'occuper notamment des fonctions commerciales ou des fonctions ensuite financières. Je crois que c'est important d'avoir ces échanges dès le plus jeune âge, de manière très concrète, sur la manière dont les unes et les autres évoluent à l'intérieur des entreprises, parce qu'elles vont nécessairement devoir faire face à davantage d'obstacles que leurs pairs masculins. Et donc, c'est en cela qu'il faut les former. Non pas qu'elles ont elles-mêmes besoin d'être plus formées, mais c'est simplement leur expliquer qu'elles vont peut-être devoir faire face à des obstacles et donc leur permettre de surmonter ces obstacles en ayant identifié en amont ces obstacles-là qui leur permettront ensuite d'occuper des fonctions opérationnelles à l'intérieur des entreprises. Merci beaucoup, Madame la députée. Isabelle, je vais me tourner vers vous maintenant pour faire appel à votre expérience de l'entreprise, pour savoir, selon vous, comment est-il possible de contourner ces biais implicites dans la manière d'évaluer les trajectoires féminines et masculines et d'amoindrir ces obstacles dont vient parler Madame la députée? Oui, ben là, on a un vrai gros sujet, on le voit très bien, et merci encore une fois pour la précision de vos chiffres. Ça permet d'être beaucoup plus fin, je pense, dans la façon de prendre le problème. Ce qui me frappe, c'est l'inversion au sein des comités exécutifs de la proportion fonction support versus fonction avec PNL, disons. 70-30 pour les femmes et 30-70 pour les hommes. Donc, et puis le deuxième biais, c'est sur les fonctions support elles-mêmes, avec effectivement moins de positionnement des femmes sur ce que vous avez qualifié de fonction tremplin. Moi, je voudrais faire plusieurs commentaires. Les fonctions tremplin, c'est quand même incroyable de se dire que on considère que la fonction finance est une fonction tremplin et on ne considère pas que la fonction RH est une fonction tremplin. Enfin, une entreprise, c'est un édifice humain, en fait. Donc, je pense que là, on a une question, mais c'est un peu ce que vous disiez, Madame la députée, je suis complètement d'accord, on a un sujet de regard, on a vraiment un sujet de regard sur ce qu'est le métier de dirigeant. Et il y a besoin de reposer cette question-là, en réalité. Je ne suis pas sûre que... je ne suis pas en train de dire que les fonctions opérationnelles ne sont pas désirables dans le profil d'un CEO. C'est un CEO qui a vocation à encadrer tous les patrons opérationnels de l'entreprise, hommes et femmes, évidemment.
c'est quand même un atout pour lui si tout le monde comprend qu'en fait, il a déjà fait le métier lui-même. C'est un atout, et je pense que je vais y venir, c'est un sujet qu'il faut évidemment travailler. Mais c'est bon aussi d'avoir des CEO ou des patrons opérationnels qui font un détour par une fonction support. Mais moi, j'adorerais que beaucoup plus de patrons opérationnels fassent un détour par la fonction RH. Un certain nombre font des détours par la fonction finance, mais très rarement vers la fonction RH. Donc je pense qu'on a un sujet de reposer proprement ce que c'est que le métier d'un dirigeant. Voilà, premier commentaire. Et puis ensuite, sur les fonctions opérationnelles, encore une fois, je pense que c'est quand même souhaitable à chaque fois que c'est possible. Quand on ne peut pas, et on prend des chemins de traverse. Mais à chaque fois, c'est possible d'avoir un vivier de femmes qui ont eu des fonctions opérationnelles dans le passé. Bon, moi, je viens d'un milieu très, très, très masculin, le monde de l'énergie. Il y a vraiment très peu de femmes dans les filières opérationnelles, et je me suis attelée avec toute mon équipe à ce sujet depuis le début. Et en fait, on a décidé d'en faire un effort long. C'est un effort long. Pourquoi? Parce que il faut arriver à organiser le vivier depuis la racine. En fait, le problème, c'est qu'il y a très très peu de femmes dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles techniques plus généralement. Et donc, il faut arriver à densifier ça. Nous, on avait organisé tout un programme qui continue de fonctionner avec des femmes en tenue de technicien qui sont allées faire des visites dans les écoles ou lycées pour que les jeunes filles, déjà ça, enfin, changent de regard sur ce que c'est qu'un métier technique dans une entreprise. Et donc, ça a très, très bien fonctionné. On a réussi à alimenter un flux encore très insuffisant, à vrai dire, mais déjà plus dense de vocation à la racine. Voilà, donc ça, c'est un effort qu'il faut démarrer vraiment au tout jeune âge, de sorte qu'on arrive à former des femmes qui sont extrêmement robustes, qui effectivement sont quand même plus scrutées que les hommes, ça reste vrai, vous l'avez dit. Donc, ce sont des femmes qui doivent être armées, en fait, souvent plus que la moyenne. Bon, bah, il faut les former depuis le plus jeune âge, et puis il faut les suivre tout particulièrement dans leur carrière. Il y a ça aussi, hein. Il y a un mentoring à faire, et sur lequel de plus en plus d'entreprises dédient du temps, des moyens. Nous, on l'a fait. Et on s'était fixé un objectif super ambitieux d'avoir 50% de patrons féminins dans l'entreprise. L'horizon, on l'avait mis loin pour avoir vraiment le temps de faire ça de manière très stratégique, en fait, exactement comme on pilote un retournement stratégique ou un retournement d'entreprise, comme le même type de soins mis sur ce sujet particulier, de faire monter en ayant des indicateurs qu'on suivait très, très régulièrement, comme on suivait nos chiffres financiers aussi, bah, pareil. Voilà, pour effectivement arriver à améliorer les choses. Et on a beaucoup amélioré les choses avec des femmes dans des rôles absolument critiques au plan opérationnel, qui ont très, très bien réussi leur mission. Donc, il n'y a évidemment pas d'impossibilité. C'est simplement, ça se prend de manière structurelle, j'allais dire industrielle. C'est vraiment ce type de regard, je crois, qu'il faut avoir sur ces sujets-là. Vous avez raison, je pense que vous avez raison d'insister. On a encore cet énorme sujet de pas assez de femmes dans les fonctions opérationnelles dirigeantes. Et je crois que voilà, si on en arrivait à un point où les entreprises tiennent les quotas et les seuils qui ont été mis en place simplement en répartissant un peu différemment la composition des comités exécutifs avec plus de postes opérationnels, on n'aura pas réussi notre pari. Donc, il faut vraiment travailler particulièrement le sujet de l'accès des femmes aux fonctions opérationnelles, je crois. Merci beaucoup Isabelle pour votre précieux témoignage. Et pour aller au-delà du vivier et remonter aux racines, il y a peut-être un angle qu'on n'a pas encore regardé, et j'invite Floriane de Saint-Pierre peut-être à nous rejoindre, car je crois qu'elle a quelques chiffres concernant les femmes entrepreneurs, et c'est effectivement un point qui est très éclairant sur ce débat.
Merci beaucoup, ce débat est absolument passionnant, merci. Effectivement, on a cherché à comprendre pourquoi il y avait si peu de femmes et on a bien sûr le sujet du vivier, il y a bien sûr effectivement le temps, 7 ans comme on l'a dit, et puis effectivement on a regardé si d'autres critères. Et là, je dois dire que on a peut-être un point qui est l'éléphant dans, dans la pièce, si je peux dire, parce que c'est un point structurel. Et en fait, on est parti du constat que l'on connaît tous, c'est que parmi les sociétés cotées, nous avons des sociétés qui sont des fondateurs de première génération et donc qui ont créé leur société. Et le deuxième constat en général, c'est que quand vous avez créé votre société, qu'elle réussit bien, que vous l'avez cotée, en général, vous la dirigez. Et en général, vous la dirigez pendant longtemps. Puis après, vous allez effectivement vous faire accompagner ou passer la main. Donc, on s'est dit, c'est très intéressant de regarder en fait le nombre de sociétés qui ont été créées par des femmes dans le CAC 40. Alors, il y en a pas. Alors, on s'est dit, on va regarder effectivement le nombre de femmes fondatrices dans le SBF 120. Eh bien, il y en a. On a regardé ensuite dans le cas Call Tradable et on a regardé sur l'ensemble de toutes les sociétés effectivement cotées en France, donc des 700 sociétés cotées en France. Et en fait, on peut être d'abord très fier d'un chiffre, c'est que sur les 700 sociétés cotées en France, il y en a quasiment 200, donc 198 exactement, que l'on a pu identifier comme étant des sociétés de fondateurs. Donc des personnes qui ont créé leur société, qui l'ont cotée, et ça fait partie effectivement des 700 sociétés cotées en France. Alors, si on avait un peu plus de temps, je poserais la question à notre audience pour savoir combien de sociétés, effectivement, ont été, sociétés cotées en France ont été créées par des femmes et dirigées actuellement et fondées par des femmes. Je vais vous donner le chiffre. Nous en avons identifié une seule. Une seule. Donc, effectivement, on a, sur les 700 sociétés cotées en France, nous avons globalement 200 sociétés, 198. Donc, nous avons une société cotée créée par une femme et nous avons 197 sociétés. Et donc là, on peut remonter encore en amont. Et là, je reviens effectivement aux études de la BPI. Il y en a une récemment, mais qui ne remet pas à jour les chiffres de 2022. Donc en 2022, celle de la BPI était très intéressante puisque parmi, si on prend vraiment le début de la pyramide, parmi les TPE et PME de plus de 10 salariés, uniquement 12% sont dirigés par des femmes, donc 4 sur 10 sont des fondatrices. Donc on voit effectivement que les femmes créent des entreprises, elles sont très nombreuses à créer des entreprises, mais déjà pour les entreprises au-delà de 10 salariés, on sait les sujets de l'accès à l'investissement, nous n'avons effectivement que 12% des TPE, PME de plus de 10 salariés, donc 4 sur 10 simplement sont créés par des femmes. Et pour les ETI de plus de 250 salariés, les chiffres de la BPI sont que seulement 6% sont dirigés par une femme et nous n'avons pas le chiffre effectivement des sociétés qui sont fondées par des femmes. Donc si effectivement parmi les ETI, nous n'avons effectivement que 6% de sociétés qui sont dirigées par des femmes, effectivement nous aurons du mal à les retrouver parmi les sociétés cotées et donc effectivement nous aurons du mal à faire qu'il y ait plus de femmes dirigeantes, en tout cas pour le collège des fondateurs et des fondatrices d'entreprises parmi effectivement les sociétés cotées. Donc voilà effectivement un chiffre qui me paraît important puisqu'il cascade aussi sur le sujet du pouvoir économique des femmes, voilà, du pouvoir économique des femmes, du pouvoir tout court, mais du pouvoir économique des femmes et je pense qu'il est très très important et de l'investissement qui se dirige vers les femmes entrepreneurs et notamment l'accélération pour les ETI et pour les PME. Voilà les chiffres complémentaires que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Floriane. C'est très éclairant. Madame la députée, Isabelle, peut-être une réaction très rapide avant de prendre une question. Oui, merci beaucoup. Mais j'ai personnellement bien en tête, je crois que Floriane le sait, ce sujet. Nous avons d'ailleurs intégré un certain nombre d'éléments contraignants
et je pense notamment au comité d'investissement, bien sûr, de la BPI, mais également des fonds d'investissement, il y a ce sujet, évidemment, du soutien à l'économie de manière générale et à la force entrepreneuriale des femmes, clairement. Je crois il y a plus, le sujet est très large. Je dirais qu'il faut déjà cesser de parler d'entrepreneuriat féminin, si vous me permettez cette petite remarque sémantique qui me semble importante parce que on a vraiment, pour voir beaucoup de jeunes femmes entrepreneurs, le sentiment qu'il y a à l'entrepreneuriat. Puis dans une certaine seconde catégorie, il y a celui qui est porté par des femmes. Les femmes ont aujourd'hui une vraie difficulté d'accès au financement. C'est une réalité pour diverses raisons. Il y a également un autre point qui est celui de la manière dont la capacité d'investissement des femmes est également identifiée par les opérateurs économiques. Je crois que ça, il y a un travail à faire parce que pour avoir également investi le sujet, je ne crois pas du tout à cette aversion au risque des femmes, en particulier des femmes concernant l'investissement. Il y a en revanche des problématiques qui sont mal ficelées et prises en considération. Et puis bien sûr, il y a, nous en avions déjà parlé, chère Floriane, des obstacles également fiscaux qui sont déterminants, et je pense notamment par exemple le fait que l'investissement dans l'économie réelle soit encore concurrent avec, pour les familles monoparentales, avec la garde des enfants, par exemple, sur un plan strictement fiscal. Donc il y a encore un certain nombre d'obstacles fiscaux qui sont une réalité. Et puis, permettez-moi de dire que l'une des sources du problème majeur dans cette difficulté également d'être accompagné financièrement reste les inégalités de revenus entre les femmes et les hommes. Et là, j'intègre bien évidemment les inégalités salariales, mais pas seulement. J'intègre là également les sujets de transmission de patrimoine, sujets fiscaux, bien évidemment. Et puis, le dernier point qui, vous savez, moi, me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'individualisation de l'impôt, qui me semble absolument déterminante de manière à ce que les femmes soient véritablement des sujets fiscaux à part entière, et donc individuels, et soit de cette sorte-là, ne soient plus identifiées comme des moitiés de couple lorsqu'elles vont notamment solliciter des fonds auprès des opérateurs bancaires. Merci beaucoup, Madame la députée. Isabelle, oui, le mot de la fin. Je complète d'une phrase, oui, pour dire que non, mais je pense que c'est un très bon angle que vous prenez. Et moi, je pense qu'on est dans une période où les cartes sont rebattues. Donc, certes, on part de très très bas, mais je pense qu'il y a des opportunités là. Parce que, bon, on est quand même dans un moment où, comme on est en mutation complète d'un point de vue environnemental, sociologique, économique aussi, il y a plus de morts d'entreprises. C'est-à-dire le rythme de décès d'entreprise et le risque de naissance d'entreprise aussi est beaucoup plus élevé qu'avant. Donc, en fait, si on attrape correctement tous ces blocages qui viennent d'être cités, je pense qu'on a une vraie opportunité. Et puis, les cartes sont rebattues aussi parce que les dirigeants aujourd'hui, enfin, l'art de diriger aujourd'hui n'est pas l'art de diriger d'hier. Je pense qu'on est dans un contexte très différent pour les dirigeants, que d'une certaine façon, le job change du coup, que la capacité à faire émerger un cap clair dans un monde qui est pourtant si incertain et flou et difficile à comprendre, c'est le job numéro un d'un dirigeant. Et que ce n'est pas du tout comme ça qu'on a enseigné cet art de diriger jusqu'ici, que donc ça aussi c'est une fondation à reprendre. Et comme elle est à reprendre pour tout le monde. Elle est à reprendre pour les hommes aussi, elle est à reprendre pour tous les dirigeants en place. Donc voilà, on est dans une forme de refondation, je dirais presque, de ce que c'est que diriger. Et donc, il y a tout ce système de pensée et de regard, oui, à mettre en place. Donc là, il y a une vraie opportunité. Il faut effectivement prendre ça avec beaucoup de détermination.
Merci beaucoup Isabelle pour cette belle perspective et toutes ces opportunités qui peuvent rendre optimiste. Vous avez été aussi très nombreux à poser beaucoup de questions sur le chat. Malheureusement, l'approfondissement du sujet a fait qu'une heure, c'était vraiment très, très court pour pouvoir exprimer l'ensemble de nos idées. Je pense que nous reviendrons vers nos participants, pour répondre à leurs questions. Et il est 12h02, je pense que nous allons clôturer ce webinaire et je tiens à remercier très chaleureusement l'ensemble de nos intervenants pour la qualité de leurs échanges. Et nous vous donnons bien sûr rendez-vous pour la prochaine édition, l'année prochaine, de ce baromètre de la mixité des instances dirigeantes, avec, je l'espère, encore un peu plus d'approfondissement sur les côtés des trajectoires, des viviers et tout ce côté qualitatif qui, on l'a bien vu, est aussi un angle qui permet de jouer sur cette mixité des instances dirigeantes plus haut niveau des entreprises. Je terminerai juste pour vous dire que ce webinaire sera disponible en replay dans quelques jours et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour les prochains événements de l'IFA. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Madame la députée, merci Isabelle, merci Florence et merci Laurent.